Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance un défi, comprendre comment fonctionne Internet en moins de 10 minutes. C'est vrai, derrière chaque clic, chaque message envoyé, il y a une mécanique juste incroyable. Eh bien, cette mécanique, on va la décortiquer ensemble, pas à pas. Allez, c'est parti. Oui, c'est vraiment la question clé. Ce geste, qui nous paraît si simple, cliquer, eh bien, il déclenche en une fraction de seconde toute une série d'opérations à travers le monde. Alors pour percer ce mystère, on va faire un truc tout simple, on va suivre une information à la trace, depuis son point de départ jusqu'à son arrivée. Imaginez un peu le scénario, on envoie une photo à un ami. Pour nous, ça a l'air instantané, n'est-ce pas? Mais pour la photo elle-même, c'est le début d'un voyage incroyable à travers une infrastructure qui fait le tour du monde. Et c'est en suivant son trajet qu'on va découvrir un par un tous les secrets d'Internet. Alors, première étape de ce voyage, la connexion physique. Et oui, parce qu'avant même de parler de code ou des données, il faut des tuyaux en quelque sorte, des tuyaux bien réels. On a tendance à l'oublier, mais Internet ce n'est pas un nuage magique. C'est un immense réseau bien concret, fait de câbles, de fibres optiques et d'antennes. Et ce chemin physique, en fait, on le connaît tous. Il y a deux grandes familles. D'un côté, le filaire, c'est la fibre optique ultra rapide qui arrive chez vous, ou alors le bon vieux câble Ethernet qu'on branche sur un ordinateur. Et de l'autre côté, le sans-fil, le Wi-Fi à la maison, la 4G ou la 5G sur notre smartphone, et même le Bluetooth. En fait, toutes ces technologies, c'est la porte d'entrée, le tout premier maillon de la chaîne Internet. Et pour vraiment se rendre compte du bond de géant qu'on a fait, cette petite comparaison est très parlante. Revenons en 1994. Avec un modem 56K, il y avait ce fameux bruit de connexion un peu strident et il fallait attendre de longues, très longues minutes pour télécharger une seule chanson. Aujourd'hui, avec la fibre, on télécharge un film en haute définition en quelques secondes à peine. C'est cette révolution de la vitesse qui a rendu possible absolument tout ce qu'on fait en ligne aujourd'hui. Pensez-y, le streaming, les jeux en ligne, le télétravail, tout ça, c'est possible uniquement grâce à ce chiffre qui donne le vertige. Depuis le début des années 2000, le débit moyen d'Internet a été multiplié par à peu près 5000. C'est juste une explosion de la vitesse. Ok, bon, notre appareil est maintenant connecté. Deuxième étape, comment est-ce qu'il va faire pour discuter avec des milliards d'autres appareils qui sont tous de marques et de systèmes d'exploitation différents? C'est un peu comme une grande réunion à l'ONU. Si chacun parle sa propre langue, c'est le chaos, personne ne se comprend. Il faut donc un langage commun, des règles du jeu que tout le monde accepte. Eh bien, ce langage commun, en informatique, on appelle ça un protocole. C'est tout simplement un ensemble de règles. Vous pouvez voir ça comme une sorte de grammaire universelle. Et peu importe la marque de l'ordinateur ou du smartphone, du moment qu'il respecte les règles de ce protocole, il peut communiquer avec n'importe quel autre appareil sur le réseau. Alors là, attention, on touche à une idée vraiment fondamentale, au cœur même du fonctionnement d'Internet. On n'envoie jamais un fichier entier d'un seul coup. Imaginez envoyer un dictionnaire par la poste en un seul gros colis. Ce serait lourd, encombrant et surtout très risqué. La solution est beaucoup plus astucieuse. Le système va tout découper en une multitude de petits morceaux. Et ces petits morceaux, on les appelle des paquets. Pour bien comprendre, l'analogie de la carte postale, elle est parfaite. Imaginez que vous voulez envoyer une très longue lettre. Plutôt que de l'écrire sur une immense feuille, vous l'écrivez sur 10 cartes postales, que vous numérotez bien de 1 à 10. Vous les mettez à la poste, elles vont peut-être arriver dans le désordre. Pas de problème. À l'arrivée, votre destinataire n'a qu'à regarder les numéros pour tout remettre dans l'ordre. Et s'il se rend compte qu'il manque la numéro 7, eh bien il sait exactement laquelle il doit vous réclamer. C'est exactement ce que fait le protocole TCP. En fait, on a un vrai duo de choc qui gère tout ça, les protocoles TCP et IP. Il faut vraiment les voir comme une équipe. IP, c'est le postier. Son job, c'est de mettre la bonne adresse sur chaque paquet et de s'assurer qu'il trouve son chemin. TCP, lui, c'est le contrôleur qualité. C'est lui qui numérote les paquets au départ, qui vérifie à l'arrivée qu'ils sont bien tous là, qui les remet dans le bon ordre et qui tire la sonnette d'alarme s'il en manque un. C'est ce travail d'équipe qui garantit que nos données arrivent à destination intactes. Parfait. Nos paquets sont donc prêts à partir, ils ont une adresse de destination. Mais attendez une seconde. Nous, on a tapé un nom comme exemple.com, pas une longue suite de chiffres. Alors, comment l'ordinateur sait-il où se trouve ce site? Comment est-ce qu'il fait pour traduire un nom que nous, on comprend en une adresse que lui, il peut comprendre? Bon, la réponse est assez évidente pour nous les humains. On est bien meilleur pour retenir des noms que des suites de chiffres interminables. Mais pour les ordinateurs, c'est exactement l'inverse. Eux, ils ne fonctionnent qu'avec des adresses numériques, ce qu'on appelle les fameuses adresses IP. Il faut donc absolument un traducteur entre notre monde et le leur. Et ce traducteur, il a un nom. C'est le DNS, pour Domain Name System. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un gigantesque annuaire téléphonique mondial. Quand on tape un nom de site dans notre navigateur, notre ordinateur va simplement interroger un serveur DNS qui lui renvoie en un éclair l'adresse IP correspondante. C'est une étape totalement invisible pour nous, mais qui est absolument essentielle. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé du modèle classique, notre ordinateur, le client, qui demande une information à un gros ordinateur central, le serveur. Mais quand il s'agit de partager de très gros fichiers, ce modèle peut vite montrer ses limites.
Il existe donc une autre approche, une autre philosophie de partage, beaucoup plus décentralisée. Ce schéma illustre parfaitement la différence. À gauche, le modèle classique. Tout le monde se connecte au même point central. Le problème, c'est que s'il y a trop de monde, ça sature. C'est l'embouteillage assuré. Maintenant, regardez à droite. Le modèle pair à pair. Là, c'est l'intelligence collective qui parle. Chaque ordinateur est à la fois client et serveur. Il télécharge des morceaux du fichier chez ses voisins et en même temps, il partage les morceaux qu'il a déjà avec d'autres. C'est un gigantesque travail d'équipe. Et l'intérêt de ce système, il est énorme. D'abord, la charge est répartie, donc on évite les embouteillages et ça accélère énormément les téléchargements. Ensuite, il n'y a plus un seul point central qui, s'il tombe en panne, met tout le système à l'arrêt. C'est beaucoup plus robuste. Et attention aux idées reçues, ce modèle a plein d'utilisations parfaitement légales et même cruciales. Par exemple, c'est comme ça que Microsoft distribue les mises à jour de Windows à des millions d'utilisateurs en même temps. Voilà, pour terminer ce voyage, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Parce qu'au-delà de toute la technique, des câbles et des protocoles, Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existerait pas sans une grande idée, un principe fondateur qui est vraiment la clé de sa liberté et de son succès. Ce principe fondamental, c'est la neutralité du net. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça garantit que toutes les données qui circulent sur Internet sont traitées de la même manière. Qu'il s'agisse d'un email, d'une vidéo ou d'une partie de gens en ligne, aucune donnée n'est prioritaire sur une autre. Et c'est ce principe qui assure que le réseau reste un espace ouvert à l'innovation où une petite start-up a exactement les mêmes chances d'être visible qu'un géant du web. Du câble sous-marin jusqu'au principe de neutralité, on a vu qu'Internet est en fait un équilibre assez fragile entre une infrastructure physique colossale et des règles immatérielles qui sont absolument essentielles. Dès le départ, il a été conçu pour être résilient et ouvert. Mais la grande question qui se pose pour l'avenir, c'est comment va-t-on préserver cet esprit face aux défis gigantesques qui nous attendent, comme l'explosion du trafic, la cybersécurité ou son impact écologique. L'Internet que nous utiliserons dans 10 ans dépend vraiment des choix que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.